Régional 2015, c'est le rendez-vous de Public Sénat pour tout comprendre des enjeux de la campagne. Une campagne qui se déroule pour la première fois dans les 13 régions métropolitaines nouvellement créées. Et cette semaine, zoom sur la nouvelle région Nord-Pas-de-Calais-Picardie. L'une des plus petites en superficie, mais la troisième plus peuplée de France avec ses quelques 6 millions d'habitants. Des habitants qui éliront les 6 et 13 décembre prochains 170 conseillers régionaux. Et au menu de cette demi-heure, décryptage des enjeux politiques de la bataille, focus sur un thème fort de la campagne, l'emploi, avec notre journaliste Samia Dechir qui s'est rendue dans cette région Nord-Pas-de-Calais-Picardie. Et puis enfin, vous saurez tout de la campagne sur les réseaux sociaux grâce à notre tweeteuse en chef, Caroline Deschamps. Et pour nous accompagner tout au long de cette émission, des spécialistes de cette région Nord-Pas-de-Calais-Picardie, Hervé Favre de la Voix du Nord, bonjour et merci d'être avec nous, et le politologue Christian-Marie Wallon-le-Duc, vous êtes également professeur émérite de sciences politiques à Lille, bonjour et merci d'être avec nous. Et avec nous, comme toutes les semaines, Frédéric Dabi, bonjour Frédéric, bonjour. Directeur général adjoint de l'IFOP. Vous nous présenterez, Frédéric, votre sondage sur les intentions de vote dans cette région, mais avant cela, nous allons bien sûr découvrir qui sont les candidats dans cette région Nord-Pas-de-Calais-Picardie. Marie Brébeau nous explique tout. Super, merci. Elle bat la campagne le sourire aux lèvres. Il faut dire que Marine Le Pen est déjà donnée favorite dans les sondages pour la région Nord-Pas-de-Calais-Picardie. La candidate frontiste peut compter sur une implantation locale du FN. C'est d'ailleurs pour les autres candidats la principale adversaire. Xavier Bertrand tente de convaincre les électeurs frontistes de revenir dans le giron de son parti, les Républicains. Le député maire de l'Aisne se présente ainsi comme le candidat anti-système. Et face à deux personnalités politiques d'envergure nationale, le candidat socialiste est à la traîne. Pierre de Saint-Ignon arrive troisième dans les sondages, derrière le FN et les Républicains. Mais pas question pour ce proche de Martine Aubry de se retirer au second tour au profit d'un front républicain. La tête de liste entend prouver que le Nord-Pas-de-Calais-Picardie est toujours une région à gauche. Mais une gauche désunie, la candidate écologiste Sandrine Rousseau s'est alliée avec le parti de gauche, tandis que les communistes partent seuls derrière Fabien Roussel. 5 autres têtes de liste se sont également lancées dans la bataille. Frédéric, on va regarder les résultats de votre sondage sur les intentions de vote. Un sondage que vous avez fait, je le précise, en septembre pour la Voix du Nord et le Courrier Picard. Et selon ce sondage, c'est Marine Le Pen qui arriverait en tête le soir du premier tour. Oui, elle arrive en tête avec 34% d'intention de vote. Vous avez raison de dire que l'enquête a été faite mi-septembre et publiée par la Voix du Nord et le Courrier Picard le 18 septembre. Elle arrive nettement en tête. Elle devance de 6 points Xavier Bertrand. On a une Marine Le Pen attrape-tout qui capte 17% de l'électorat Sarkozy de l'élection présidentielle. Le siphonnage droite-extrême droite est là. Mais également, parce qu'il y a du gaucho-lepénisme dans cette région, 15% de l'électorat Hollande. Mais au-delà de ça, au-delà du fait que Xavier Bertrand résiste bien, son socle est équivalent au socle de la droite à la dernière élection présidentielle. Le fait majeur, c'est cet effondrement de la gauche qu'on a vu aux municipales, qu'on a vu aux élections départementales. Le total des voix de gauche a atteint 33% contre 50% aux dernières élections régionales de 2010. Le fait majeur, c'est que le match à 3, Marine Le Pen, Xavier Bertrand, Pierre de Saint-Ignon, devient sans doute, mais le 6 décembre, c'est encore loin, un match à 2, un duel à mort, si je puis dire, entre Marine Le Pen et Xavier Bertrand. Hervé Favre, vous êtes d'accord avec Frédéric Dabi, Pierre de Saint-Ignon est trop distancé, il n'est plus dans cette course? Alors, au premier tour, effectivement, ça semble très compliqué pour lui. Après, c'est vrai que sur le tableau du deuxième tour, il y a un peu plus d'espoir. Et effectivement, tout le raisonnement de Pierre de Saint-Ignon et de ses amis, c'est de se dire qu'il y aura effectivement un rassemblement à gauche le 6 décembre au soir, et que devant le danger de Marine Le Pen, présidente de la région, une semaine plus tard, ces listes vont se réunir et finalement le total gauche peut rivaliser et permettre un maintien. Alors, puisque vous évoquez ce deuxième tour, Hervé Favre, on va regarder avec vous, Frédéric, le résultat. Et selon votre sondage, le Nord-Pas-de-Calais-Picardie basculerait dans le giron du FN le 13 décembre. Oui, Marine Le Pen confirme l'essai du premier tour. Alors, je serai extrêmement prudent sur le second tour. Autant le premier tour, on est en situation de vote. Si dimanche prochain devait avoir lieu le premier tour, pour qui vous voteriez. Sur le second tour, et c'est inhérent à un sondage fait avant un second tour, les personnes interrogées ne connaissent pas les résultats du premier tour, par définition. On ne mesure pas une dynamique Marine Le Pen, on ne mesure pas un
vote utile des électeurs de gauche qui iraient pour battre Marine Le Pen sur Xavier Bertrand. C'est ce qu'on a vu dans beaucoup de cantons pour les Républicains aux élections départementales. Et puis c'est vrai que arithmétiquement, la gauche paraît haute, mais franchement, si au soir du premier tour, la liste socialiste est devancée de 10-12 points par Xavier Bertrand, de 15 points par le Front National, ça coupe les pattes, si je puis dire, à un électeur de gauche qui pourrait avoir des stratégies, entre guillemets, révolutionnaires et peut-être ne pas être sur un report traditionnel vers la liste de Pierre de Saint-Ignon. La gauche, et pour revenir sur le premier tour, comme aux élections départementales, outre qu'elle est en forte baisse par rapport au scrutin précédent, pâtit de sa marginalisation, de sa fragmentation. Ce qui frappe, c'est que même parti de gauche et parti communiste ne partent pas ensemble. Il y a une liste ELV parti de gauche et une liste pour le parti communiste. Tout ça affaiblit cette gauche déjà en difficulté depuis 2012 dans cette grande région. Il faut le noter, hein, Hervé Favre, dans cette région où pourtant le Front National est favori, la gauche part très divisée. Oui, et c'est assez effectivement incompréhensible, notamment la stratégie des écologistes, parce que Sandrine Rousseau dit qu'elle n'est pas une filiale du PS, qu'elle doit défendre les intérêts de... Alors, on va rappeler, hein, pour que nos téléspectateurs comprennent bien la stratégie des écologistes. Il y a eu un vote des militants dans cette région qui ont décidé que Sandrine Rousseau s'allierait avec le Front de gauche et non pas avec les socialistes, comme le voulait par exemple Barbara Pompili. Voilà, qui s'est donc désolidarisée de cette démarche. Mais si on reprend les élections de 2010, 2014, ça n'a rien à voir, quoi. Quand la dernière élection avec Percheron, il était donc à 30% au premier tour et il avait encore effectivement 20% de réserve avec les communistes et les écologistes. On n'est plus dans le même cas de figure. Il y a un candidat PS fragilisé dès le premier tour. Et cette stratégie donc de fragmentation est catastrophique. Christian-Marie Wallon-Leduc, est-ce qu'avec une telle division de la gauche au premier tour, vous croyez, vous, à un rassemblement le 6 décembre ? Il y a toujours un rassemblement concevable et il aura lieu sûrement s'il y a une hypothèse où Pierre de Saint-Ignon est un leader de liste pour un deuxième tour. Il y aura ce rassemblement. À quelle hauteur, par contre, c'est la question qui est posée par l'enquête. C'est manifestement 10 ou 15 points en deçà des scores antérieurs. C'est-à-dire il y a un changement qualitatif du paysage politique en France et dans le Nord-Pas-de-Calais en tout particulier, qui est quand même l'information massive. Ce qui me laisse penser qu'il ne faut pas analyser le deuxième tour susceptible d'arriver dans des termes classiques auxquels nous sommes habitués, c'est-à-dire ces reports à l'intérieur de la gauche, reports à l'intérieur de la droite. Nous sommes dans un paysage tripartite avec 3 tiers et des électeurs qui ont des comportements neufs, des générations d'électeurs qui arrivent, et ils sont nombreux dans l'électorat de Marine Le Pen, et qui ont des comportements que nous ne connaissons pas encore dans des scénarios à 3. Dans cette région, Frédéric Dabi, plus qu'ailleurs, se pose la question du Front républicain. Est-ce qu'il y aura une alliance droite-gauche au soir du deuxième tour pour faire barrage au Front national? Est-ce que vous croyez, vous, à cette hypothèse? Alors, je ne peux pas le dire. C'est vrai que c'est la grande inconnue de ce scrutin. Il y a eu des prises de parole nationales. Je pense à Anne Hidalgo il y a quelque temps dans une émission politique du dimanche qui est quasiment appelé à un retrait de la liste de Pierre de Saint-Ignon et un duel Bertrand-Marine Le Pen qui permettrait aux électeurs de gauche d'instrumentaliser le vote Bertrand pour sortir et pour éviter une présidence Marine Le Pen. Là est la vraie question. Il y a aussi la question, et je rebondis sur ce que vous dites, qui est très juste sur les abstentionnistes. On est sur un scrutin qui intéresse peu les Français à l'échelle nationale. Les indicateurs de l'IFOP se situent plutôt au niveau des élections européennes qui sont hautement abstentionnistes. Il y a aussi l'idée peut-être que les personnes qui ne voteront pas au premier tour iront voter au second tour pour amplifier la dynamique Le Pen, pour voler au secours de Xavier Bertrand ou vers un sursaut de la gauche auquel je ne crois que difficilement compte tenu du contexte lourd, la tendance lourde depuis 2012, de la marginalisation très forte de la gauche dans ce quart nord-est de la France. Il y a beaucoup d'inconnus. En tout cas, c'est vrai que arithmétiquement, le total gauche pourrait rivaliser avec Marine Le Pen, avec Xavier Bertrand au second tour, mais elle est tellement divisée que la possibilité de créer une dynamique de premier tour apparaît extrêmement limitée et faible. Sur cette question du Front républicain, vous l'avez dit Frédéric, la question se pose au niveau national, elle se pose aussi au niveau local. Hervé Favre, on entend des élus locaux, des poids lourds de cette région Nord-Pas-de-Calais-Picardie. Je pense par exemple à Jean-René Le Serre, le président du conseil départemental du Nord, appeler à un Front républicain, à un gouvernement d'union nationale. Il dit qu'il en a parlé avec Martine Aubry qui partagerait ses points de vue. Les deux principaux candidats, Xavier Bertrand
Pierre de Santignon se disent opposés. Est-ce que vous y croyez à un front républicain le soir du premier tour? On ne peut pas l'exclure. C'est évident que Pierre de Santignon ne peut pas en parler maintenant. Ce serait quand même s'aborder un peu sa propre campagne. Mais moi, ce que je retiens, c'est qu'à une émission, c'était à des Paroles et des Actes d'ailleurs, Manuel Valls avait été interrogé sur cette hypothèse de front républicain. Il avait dit Marine Le Pen, on fera tout pour éviter que le Front National prenne des régions. Sauf qu'on ne lui a pas demandé effectivement ce qu'il voulait dire par tout. Tout, ça peut vouloir dire effectivement ou un retrait pur et simple, ce qui priverait les socialistes de sièges pendant 6 ans. C'est quand même un peu du statut de sortant depuis 86 au statut de disparition totale de la région pendant 6 ans, c'est pas rien. Mais la fusion des listes, en même temps, ça accrédite le discours de Marine Le Pen qui fait campagne sur le système, sur l'UMPS. Donc elle pourrait dire, vous voyez, je vous l'ai bien dit, non seulement ils sont proches, mais en plus ils fusionnent leurs listes. C'est ça, Christian-Marie Vallon-Leduc. Est-ce que cette question du Front républicain, ce n'est pas accréditer la thèse de Marine Le Pen, de l'UMPS, et paradoxalement renforcer sa dynamique? Cela dépend de la façon dont on fait vivre le Front républicain. S'il s'agit d'un désistement pour un candidat le mieux placé, de Saint-Ignon se retire pour Xavier Bertrand mieux placé, on se retrouve dans l'hypothèse de la présidentielle de 2002 où les électeurs de gauche vont massivement voter Jacques Chirac parce que le candidat en face est Jean-Marie Le Pen. Jacques Chirac n'en a pas tiré la moindre conséquence politique. C'est un simple suicide politique, pas de siège au Conseil régional et aucune rétribution en termes de contenu des programmes. Donc reste l'hypothèse à examiner sérieusement. Des hommes politiques y en parlent et je crois qu'il serait bon de mesurer ce que cela donne en termes d'électorat d'un front républicain à contenu, c'est-à-dire un pacte, une convention technique de gouvernement pour les régions entre la droite et la gauche dans la foulée de ce qu'a dit Jean-René Le Cerf. Alors Jean-René Le Cerf, effectivement, mais lui, il s'était déjà prononcé pour le Front républicain au moment des départementales, mais contre l'avis de son propre parti. Donc Jean-René Le Cerf n'est quand même pas tout à fait représentatif de l'UMP et des Républicains maintenant. Donc, et en plus, la campagne de Xavier Bertrand est quand même très à droite. Donc ça complique aussi un rapprochement. Justement, sur cette campagne de Xavier Bertrand, Frédéric Dabi, est-ce que dans cette région historiquement à gauche, ce n'est pas un signal inquiétant pour les Républicains, pour Xavier Bertrand, de voir que les déçus du socialisme se reportent sur le Front National et non pas sur la candidature de Xavier Bertrand? Alors déjà, les déçus du PS se reportent moins sur le FN qu'ils ne votent plus. Ce qu'on a vu aux élections municipales, aux élections départementales, c'est un différentiel de participation entre la gauche et la droite. La gauche, pour faire part de son mécontentement sur la politique nationale, sur l'exécutif régional sortant, ne va pas voter. Mais c'est vrai que c'est une des rares régions où on peut parler de gaucho-lepénisme, ou à une part non négligeable d'électeurs qui ont voté à gauche dans le passé, régulièrement, voire de manière dynastique, se tournent vers le Front National qui apparaît comme une alternative. Et c'est vrai que des alliances techniques, des désistements, un front républicain, quand bien même ça permettrait de battre Marine Le Pen le 13 décembre, ça lui offre une opportunité énorme en termes d'alternative face à des ententes UMPS. C'est le même cas de figure, par exemple, en région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Dernière question très rapidement, Hervé Favre. On va parler très rapidement de Martine Aubry. Est-ce que le fait qu'elle ne soit pas allée au combat, que ce soit Pierre de Santignon qui y soit allé, c'est pas finalement le signal que le PS avait intégré sa défaite dans cette région? On peut l'interpréter comme ça. Maintenant, Martine Aubry a toujours été contre le cumul des mandats, donc elle est dans un piège. Si elle se présentait avec plus de chances d'être élue, effectivement, elle aurait dû faire un choix entre l'île et la région. Bon, mais c'est vrai que son retrait, si je puis dire, l'expose à ce genre de critiques, c'est vrai. Merci beaucoup Frédéric Dabi d'avoir été avec nous. On vous retrouve bien sûr la semaine prochaine. On va maintenant se pencher sur une thématique forte de cette campagne, celle de l'emploi. Samia Dechir a traversé cette région Nord-Pas-de-Calais à la rencontre des salariés. On regarde son reportage et elle nous rejoint juste après pour nous en parler. De ce côté de la rivière, le paysage est plutôt coquet. Sur l'autre rive, la friche de Stora-Enso. L'ancienne papeterie qui se trouvait là a fait la fierté de Corbehem pendant des années. Jean-Papa, comment tu vas? André Martin y a travaillé toute sa vie. C'était une usine où de père en fils sont rentrés là. C'était vraiment familial et bon, on était bien, on était chez nous. Voilà, c'était notre usine. Son fils, Christophe, a travaillé 19 ans dans la papeterie.
Jusqu'au jour où Stora Enso, multinationale propriétaire du site, annonce une première vague de licenciements. J'étais licencié en 2006 et c'était point de vue économique. Alors que c'était pas vrai, quoi. Ils gagnaient des sous. La machine était neuve, on battait les records, des records de production. Pour Christophe, c'est la descente aux enfers. Il perd son logement et ne parvient pas à retrouver d'emploi. Pendant un temps, il sombre dans l'alcoolisme et voit plusieurs de ses anciens collègues se suicider. Depuis la fermeture de Stora Enso, il y en a beaucoup qui n'ont pas retrouvé de travail, comme moi, quoi. C'est très difficile, hein. C'est dur, parce qu'on commence à avoir de l'âge aussi. C'est peut-être ça, mais puis, la région, il y a moins en moins de travail dans la région. C'est très dur, c'est très dur. Cédric Morel, lui aussi, aurait pu perdre son emploi. Cela fait 18 ans qu'il travaille dans l'usine textile Vandenove. Au départ, il était enrouleur, jusqu'à ce que les commandes se fassent de plus en plus rares. Monsieur Vandenove m'a dit concrètement si je ne changeais pas de poste et si je ne voyais pas les machines aux alentours, mon poste était en danger. Cédric accepte alors de se former à un nouveau métier. Il devient contre-colleur. Donc là, je suis en train de coller un tissu de soie sur du papier peint. Du papier peint, des tissus anti-feu, Étienne Vandenove a complètement renouvelé sa gamme de produits. Avant, l'entreprise faisait du linge de maison, mais dans les années 2000, tous les clients sont partis pour l'Asie. Le marché a changé, donc si on s'adaptait pas, si on ne s'est pas adapté au marché, eh ben les entreprises qui n'ont pas réussi à s'adapter à ce marché, elles ont disparu aujourd'hui. Les nouveaux clients, Étienne Vandenove n'a pas eu à aller les chercher bien loin. Fais gaffe aux oreilles. Hein. Il a proposé ses services aux denteliers de Caudry et de Calais. Petit à petit, on a commencé à faire un produit, deux produits. On a même acheté des machines pour proposer encore d'autres produits et c'est devenu pour nous une activité qui a pris une place importante dans la société. Grâce à ce marché haut de gamme, l'entreprise de 30 salariés est en croissance et prévoit de créer un nouveau CDI. Et nous en rejoint sur ce plateau Samia Dechir. Bonjour Samia, c'est vous qui avez réalisé ce reportage. Vous allez nous en parler dans quelques instants. Et également avec nous Caroline Deschamps. Bonjour Caroline, bonjour, notre Ariane. tweeteuse en chef. Vous allez tout nous raconter de la campagne sur les réseaux sociaux. Alors Samia, on vient de voir à l'instant votre reportage. Quand on entend notamment le premier témoignage, on a l'impression que la situation est bloquée, que certains territoires sont sinistrés dans cette région Nord-Pas-de-Calais-Picardie. Alors c'est sûr que le reportage, le premier témoignage qu'on y voit, il a été tourné dans la région de Douai. C'est un bassin qui souffre beaucoup. Par exemple, Christophe Martin, qui est le premier ancien salarié de Stora Enso qu'on voit témoigner. C'est une situation qui est très difficile et qui est assez emblématique. Depuis 2006, il a perdu son emploi et dans sa branche, il n'a pas pu en retrouver un. Aujourd'hui, il est toujours dans une situation de grande précarité et il est loin d'être le seul, parce que dans la région Nord-Pas-de-Calais, le taux de chômage atteint presque 13%. Mais on ne doit pas non plus tomber dans le misérabilisme. Le Nord-Pas-de-Calais, c'est un territoire qui a une grande richesse, un grand dynamisme économique et surtout beaucoup de savoir-faire locaux. Et c'est pour ça que c'était important d'aller dans une autre entreprise qui est l'entreprise Vandenove et qui montre qu'on peut créer de l'emploi en misant justement sur ces savoir-faire locaux qui existent dans le Nord. Et Samia, quel rôle peut jouer la région dans tout ça ? Un rôle important, parce que favoriser la création d'emplois sur un territoire, ça fait partie des compétences, des pouvoirs d'une région. Alors concrètement, comment ça marche ? Par exemple, la deuxième entreprise qu'on a vue dans le reportage, qui est l'entreprise Vandenove, pour se lancer dans le textile innovant, ça ne s'est pas fait tout seul, ça coûte de l'argent. Et elle a été suivie par un pôle de compétitivité qui s'appelle Uptex et qui est en partie financé par la région. Alors pour bien comprendre à quoi ça sert et comment ça marche, je vous propose d'écouter le secrétaire général d'Uptex, ce pôle de compétitivité. Uptex, comme tous les pôles de compétitivité, accompagne les entreprises dans la recherche et l'innovation. Bien évidemment,
ça a pour objectif de mettre de nouveaux produits innovants sur le marché. Pourquoi? Parce que dans une compétition globale, dans une compétition mondiale, pour les entreprises, ce qui est important, c'est d'avoir toujours des produits qui soient avec un contenu technologique encore de plus en plus important, de plus en plus innovant, et donc de pouvoir se positionner à cette échelle mondiale. En se positionnant avec des nouveaux produits, bien évidemment, ça crée de l'emploi ou ça maintient de l'emploi sur nos territoires. Voilà, des pôles de compétitivité comme Uptex, il y en a 7 en tout dans le Nord-Pas-de-Calais, dans différents domaines. Et grâce aux aides à l'innovation qu'ils apportent aux entreprises, ces pôles de compétitivité peuvent jouer un rôle important, surtout dans des territoires comme le Nord-Pas-de-Calais qui ont beaucoup souffert économiquement et qui ont besoin de se réinventer. Et donc se réinventer, ça passe notamment par l'innovation. Merci Samia. Merci. Alors Hervé Favre, bien sûr, l'emploi c'est la préoccupation principale des Français, mais ça l'est peut-être encore plus dans cette région Nord-Pas-de-Calais touchée par un fort taux de chômage. Oui, une raison bien simple, effectivement, c'est qu'on est à 2,5 points au-dessus de la moyenne nationale, mais c'est pas non plus une situation uniforme. Il y a des bassins d'emploi qui sont quand même qui se portent mieux, notamment, je pense à l'Artois, avec beaucoup d'agroalimentaire, de la logistique aussi qui est en train de créer pas mal d'emplois. Mais voilà, le Nord-Pas-de-Calais, depuis les années 70, a connu une vague de reconversion. On est passé du charbon à l'acier. L'automobile avait pris le relais. Il y avait également tout le tertiaire avec la vente par correspondance. La grande distribution, mais ça aussi maintenant ces secteurs souffrent. Donc il faut trouver un relais dans les nouvelles technologies, dans les textiles techniques, effectivement, dont on parlait. Le problème, c'est que ces nouvelles activités, pour l'instant, créent moins d'emplois que n'ont été détruits depuis ces années, je dirais depuis 75 en fait. Christian-Marie Vallon-le-Duc, l'emploi c'est le thème principal de la campagne de tous les candidats dans cette région. De tous les candidats et de tous les électeurs, et on l'a vu dans le sondage. C'est-à-dire que vous aviez dans le Nord des industries qui faisaient la richesse du Nord, mais qui étaient aussi des industries formidablement consommatrices d'emplois. Le charbon, bien sûr la métallurgie, le textile. C'est-à-dire que quand il y a eu la crise, le nombre de problèmes, les problèmes d'emploi ont été à la hauteur de la consommation du nombre de personnes au travail à ce moment-là. Et vous voyez bien, le reportage est très intéressant, on voit bien se dessiner deux réalités du Nord-Pas-de-Calais, c'est-à-dire une réalité qui est en crise, mais qui est sans doute dans une crise qui est en train de diminuer, de s'éteindre, mais dont les victimes sont importantes, et puis celle qui est en transformation, parce que le Conseil régional, c'est ces pôles de compétitivité et surtout la recherche. Et là, on voit bien sur les nouveaux textiles le poids de la recherche. Hervé Favre, vous qui êtes sur le terrain, est-ce que vous sentez chez les patrons, chez les chefs d'entreprise, une inquiétude due au fait que Marine Le Pen pourrait remporter cette région ? Oui, elle commence à s'exprimer, notamment les responsables des chambres de commerce et d'industrie ou du patronat local, parce qu'effectivement, ils disent qu'on est quand même une région au cœur de l'Europe, on est frontalier avec la Belgique. Avoir une présidente qui fait campagne contre l'Europe, qui est pour la fermeture des frontières, ça pose un problème. On a des industries exportatrices. Donc, effectivement, ce discours, on l'entend. Est-ce qu'il passe chez les salariés? Ça, c'est une autre question. Mais sur l'emploi, il y a un très gros dossier dans la campagne, celui du canal Seine-Nord, dont j'entends parler depuis que j'ai commencé dans la profession. Mais là, il semble que, ça y est, il va se faire en 2017. On en attend au moins une dizaine de milliers d'emplois pendant la construction. Mais là, tous les candidats ne sont pas non plus sur la même ligne. Sur la même ligne. C'est assez curieux d'ailleurs de constater que Sandrine Rousseau, candidate écologiste, est contre la construction de ce canal qui est censé vider l'autoroute 1 d'un peu de ses camions, quoi. Mais elle considère que c'est un projet pharaonique et qu'il vaudrait mieux l'abandonner. Mais ça, c'est un des gros dossiers de la campagne. On va maintenant passer à la chronique de Caroline Deschamps, notre twitteuse. Alors, Caroline, la campagne, bien évidemment, se déroule sur le net et, comme dans les sondages, avantage à Marine Le Pen. Eh ben oui, Oriane, elle est favorite, on l'a dit, dans les sondages pour emporter la région. C'est la chouchoute des médias traditionnels, mais c'est également un rouleau compresseur sur les réseaux sociaux. Marine Le Pen, elle compte plus de 700 000 abonnés sur Twitter, autant de fans sur Facebook. Et puis, c'est sans compter avec son deuxième compte Twitter, sous le pseudo d'Anne Lalanne. Anne, c'est son deuxième prénom. Et Lalanne, c'est le nom de jeune fille de sa mère Pierrette. Alors, c'est un compte qu'elle gère elle-même et qui lui permet comme ça de gazouiller incognito. Une information, Oriane, que la présidente du FN n'a pas démentie.
Et qu'en est-il, Caroline, de ses concurrents tête de liste au régional dans cette région? Eh ben alors forcément, face au mastodonte Le Pen, difficile pour les challengers de résister à la vague bleue marine numérique. Alors quand même, fort de sa stature nationale, Xavier Bertrand s'en sort plutôt bien. La tête de liste Les Républicains jouit d'une notoriété certaine sur Twitter. Il est suivi par 56 000 personnes. Il tweet essentiellement sur la campagne avec le hashtag #AvecXB, ses initiales, et le mot-clé au travail, qui est la reprise de son slogan et de son site de campagne, Notre région au travail, la valeur travail qu'affectionne tout particulièrement l'ancien ministre de l'Emploi de François Fillon. Alors il faut dire que son site est très axé réseaux sociaux. L'internaute peut faire des dons, se mobiliser sur le web en envoyant un mail à Xavier, c'est comme ça que c'est écrit. Le député maire de Saint-Quentin a également un site collaboratif pour associer les citoyens au choix de la région, du nom de la région s'il gagne, un référendum numérique en quelque sorte. Donc en matière digitale, le rond, comme il aime à se définir, est plutôt carré. Et on va terminer, Caroline, avec Pierre de Saint-Ignon, qui est un petit peu le plus méconnu, là aussi, sur les réseaux sociaux. C'est le dernier du podium. Son déficit de notoriété se ressent évidemment sur les réseaux sociaux. Il compte 2819 abonnés sur Twitter, mais quand même. C'est pas si mal. Et oui, 7000 fans sur Facebook et un site de campagne avec le slogan « Pour vous ». Et oui, la tête de liste PS n'est pas une star, mais pourtant, il fait le buzz. Oui, Oriane, sa page Wikipédia a été retirée car il n'était pas assez connu. Tous les médias en ont parlé et bien du coup, Wikipédia a décidé de la rétablir. C'est la rançon de la gloire numérique. Merci beaucoup Caroline, merci à tous les quatre d'avoir été avec nous. Prochain rendez-vous, la semaine prochaine, on s'intéressera cette fois-ci à la région Bourgogne-Franche-Comté.